Séclair est une association loi 1901, non politique, non confessionnelle, qui depuis 24 ans, sur l'agglomération clermontoise, développe des missions pour accompagner les personnes en grande difficulté, en précarité. On a développé 2 axes d'accompagnement, d'accueil et d'accompagnement. Le premier en termes d'urgence et d'insertion, et puis un deuxième axe pour accueillir les demandeurs d'asile et les réfugiés. Séclair s'est engagé sur ce projet de CAR, de centre d'accueil des réfugiés réinstallés, parce que nous pensons que nous avons toute une série de compétences et d'expériences utiles pour ce challenge. Premièrement, nous avons une expertise reconnue sur l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés. Nous avons pu monter un projet en collaboration avec le conseil municipal et les habitants de Pessa-Villeneuve, et ça nous paraissait critique pour réussir l'ancrage dans le territoire et l'insertion sociale dans la commune et dans le territoire. Suite à l'expérience réussie d'un CAO, un centre d'accueil et d'orientation, sur ce même site de Pessa-Villeneuve, l'État nous a proposé de gérer un nouveau dispositif d'accompagnement des réfugiés réinstallés. C'est 4 contingents de 70 personnes qui vont arriver par vague de 4 mois. C'est-à-dire pendant 70 personnes vont être accueillies pendant 4 mois, vont quitter le centre de transit, être continuées à accompagner et remplacées par 70 autres. C'est un peu moins de 260 personnes qui vont être accompagnées par l'association Séclair en 1 an et demi. Pour accompagner ces 260 personnes, nous avons évidemment mis en place une équipe dédiée à leur prise en charge, qui va monter en charge au fur et à mesure que le nombre de personnes accompagnées va augmenter. Ça sera jusqu'à 14 salariés qui vont être dédiés exclusivement à leur accompagnement, auquel il faut rajouter la vingtaine de bénévoles qui s'investissent quotidiennement auprès des réfugiés sur le site. La spécificité quand même du CAR, c'est que nous avons un public de réfugiés. Ce sont des gens qui viennent sur le territoire français avec l'assurance et les papiers pour pouvoir résider sur une période aux alentours de 10 ans. Donc là, ça change vraiment nos modalités d'accompagnement. Nous travaillons à ce moment-là, sachant qu'ils vont rester sur une longue durée sur notre territoire. On travaille sur tous les axes d'acculturation qu'ils peuvent avoir, sur l'insertion socio-professionnelle, sur le développement de l'autonomie, que ce soit en termes de logement, sur les codes sociaux aussi, qui peuvent changer. L'histoire, on va dire, avec les migrants dans un premier temps, aujourd'hui les réfugiés, ça date, c'est pas si vieux que ça, mais c'est déjà 2015, donc ça va faire 3 ans. Je me dis, pourquoi pas contacter, Séclair, et puis allez, on va voir comment on peut monter. On se voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, on valide ça en conseil municipal et on candidate. Parce que voilà, je suis volontaire vraiment pour pérenniser le centre. Le conseil municipal est d'accord aussi, hein, parce que c'est toujours pareil. Et voilà, on est parti sur ce projet-là. C'est à cause de la paix, la sécurité et l'étude de mes enfants. C'est pour cela que je me suis réfugiée de mon pays. À cause de la guerre, je suis venue au Tchad. Et après tout cela, on a vécu un moment vraiment difficile au Tchad. Et c'est la France qui nous a acceptés. Et je suis fière. Ça m'a fait du bien jusqu'à ce que j'ai pleuré. J'ai beaucoup aimé ces jours-là. Sur ces 56 personnes, on avait des personnes isolées qui étaient originaires d'Érythrée pour la plus grande partie, mais aussi on a eu des Éthiopiens, des Nigérians. Après, on a eu toute une autre partie famille qui là était originaire du camp du Tchad. Donc les familles sont principalement de nationalité soudanaise et centrafricaine. Pour le premier jour d'arrivée, on va dire que nous, on a accueilli les gens en présence des bénévoles. On a voulu faire quelque chose d'assez posé parce que c'est des personnes qui avaient effectué quand même plus de 24 heures de trajet. On avait un gros staff médical présent sur place, donc tous nos partenaires locaux qui ont été fantastiques parce qu'ils ont tout de suite répondu présent. C'est un public qui n'a pas forcément eu toujours accès à la santé dans les camps de réfugiés, donc c'était vraiment important qu'il puisse y avoir cette première prise en charge.
Et c'est vrai qu'en fait, sur les premières semaines d'accueil, les choses se sont passées très vite. On les a accompagnés à la préfecture pour pouvoir obtenir les récépissés. Par la suite, ces récépissés nous ont permis de travailler sur tout ce qui était ouverture des droits. Et c'est quelque chose qui a été très important parce que c'est vrai que nos partenaires nous ont permis de faire des premiers bilans médicaux. On avait quand même quelques personnes qui avaient des pathologies bien spécifiques, qui avaient besoin de voir des spécialistes et toutes ces choses-là. Donc c'était important qu'on puisse être très réactif. Le premier centre a été un peu en vase clos. L'idée aujourd'hui, c'est d'ouvrir justement et que la population soit en contact. Et comment être mis en contact? Ces premiers réfugiés, dès qu'ils sont arrivés, moi j'étais en retard pour planter les fleurs du village. C'est aussi bête que ça. Ils arrivent le 31 mai, je reçois mes fleurs, il fait un peu chaud, il faut vite les mettre. On a fait de suite un contrat de bénévolat et on a pu les mettre au travail. C'est le fleurs qu'on a planté. On était vraiment très contents de le faire parce que dès notre arrivée, on a eu beaucoup de bonnes choses parce que les gens d'ici au village, monsieur le maire, l'association, les bénévoles, vraiment ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont apporté beaucoup de soutien, beaucoup de choses matérielles. Et alors les voir dans le village, en train de planter les fleurs, quelle est la meilleure façon? Ça c'est la première. La deuxième, c'est l'école. On a l'école qui est juste à côté. Ça avait un peu un reproche que j'avais eu avant avec les migrants, où on avait surtout des jeunes et pas d'enfants. Là, il y a des familles. Tout change. On a pu scolariser dès mi-juin, ils étaient là depuis une dizaine de jours, à l'école. 3 enfants ici sur Pessac-Villeneuve. Et ça aussi, de voir les mamans amener les enfants et être de suite en contact avec les autres enfants et les autres mamans, voilà, là, c'est ces touches-là qui font qu'au final, on va arriver. Un jour, au centre de réfugiés de Pessac, il y a eu une panne de Wi-Fi. Et le Wi-Fi, c'est extrêmement important pour nos publics, quels que soient les services d'ailleurs, parce que c'est le lien avec la famille, c'est le lien avec le pays d'origine. Et le seul endroit où il y restait du Wi-Fi, c'était autour de l'église. Donc nous avions nos 56 personnes qui se retrouvaient effectivement de minuit à 3 h du matin avec les gens qui parlaient fort. Donc on a eu des habitants qui effectivement ont commencé à se plaindre. Et il a fallu activer absolument la réparation du Wi-Fi. On y va petit à petit et puis voilà, ça va cranter, il n'y a pas de souci. Ils ont 7 heures de cours de français par jour. À la fin des cours de français, ils se retrouvent à 5, 6, 7 pour réviser ces cours-là et pour continuer à parler français, pour acquérir toutes les notions, on va dire, basiques de la langue française. Bon, les Centrafricains parlent français, donc c'est quand même, on s'appuie quand même sur eux pour pouvoir faire de l'interprétariat. Je parle quand même beaucoup avec certains Érythréens en anglais, avec la personne qui est nigériane aussi, qui parle très bien anglais. La communication est assez simple. J'ai 3 mois ici. Mais je comprends, mais je ne parle pas beaucoup. Mais je vais étudier. Il y a aussi le fait que voilà, j'ai mis en place des chantiers bénévoles en collaboration avec la mairie. Donc j'ai demandé qui était volontaire. J'avais 40 personnes sur place et les 40 personnes étaient volontaires. Donc ça montre aussi cette dynamique-là. Et sur un autre chantier, ça a été idem. Sur une réfection de volets, ça a été la même chose. Donc il y a plusieurs phases sur ce travail-là. Dans un premier temps, c'est de mettre en relation les réfugiés, le public réfugié, avec les acteurs de l'insertion professionnelle locaux. Donc ça peut être mission locale pour les moins de 25 ans, Pôle emploi bien évidemment, agence intérim d'insertion et agence intérim classique. Donc les accompagner sur la recherche d'emploi, donc créer des CV, des lettres de motivation, comment rechercher une offre, comment l'analyser, comment postuler. Le 13 septembre, j'ai un rendez-vous à Clermont-Ferrand, c'est-à-dire pour des entretiens en ce qui concerne les aides-soignants. Donc, comme j'ai eu à travailler au centre de santé, dans un centre de santé, j'ai acquis un peu d'expérience et ces milieux, ça m'impressionne beaucoup. Donc, j'aimerais bien travailler dans un hôpital. Ils ont tous compris que l'insertion professionnelle va leur faciliter leur insertion dans la vie française. Et ça, ils sont très demandeurs là-dessus et ils savent très bien que c'est par le travail qu'ils vont faciliter leur intégration en France. J'ai trouvé maintenant une formation sur les nouvelles technologies Human Booster en informatique et je suis très fière. On marche plus sur une approche par compétences. Et c'est ça la richesse de ce métier-là, c'est qu'une personne qui a été, je sais pas, je prends un exemple, un boucher, peut très bien partir sur un autre métier en prenant des compétences qu'il a pu développer en tant que boucher sur d'autres métiers. Et les employeurs sont aussi ouverts là-dessus.
Ils auront la carte de séjour de 10 ans, donc ils vont créer leur avenir ici. Ils ont le statut de réfugié et ont le droit de travailler directement. Et comme c'est nouveau, les employeurs n'ont pas l'habitude d'avoir ce public-là et donc se demandent pourquoi eux ils ont ça et un demandeur d'asile met 6 mois, 1 an à avoir un titre de séjour avec le droit de travailler. Et donc c'est cette pédagogie-là qu'il faut avoir avec eux pour qu'ils puissent comprendre les spécificités du public. Donc c'est vrai qu'avec ce public-là, on a dû aussi travailler un petit peu tout ce qui était question d'hygiène et de gestion d'un logement. On avait certaines personnes qui vivaient dans des tentes, donc sur un sol en terre battue. Donc là, d'être dans des logements en dur, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte que on avait des familles qui partaient de loin, qui n'avaient jamais eu accès à l'eau courante, donc qui ne connaissaient absolument pas le système d'une gazinière et de l'utilisation de l'électroménager. Qu'est-ce que le bus ? Qu'est-ce qu'un train? Comment je peux me déplacer? En 4 mois, justement, nous, on doit travailler cette autonomie. Elisabeth, quand elle appelle et qu'elle me dit « Justine, on a une visite, j'ai quelqu'un qui souhaite participer au projet », eh ben ouais, c'est chouette. Aujourd'hui, on a eu quand même la chance de voir nos premiers voisins et c'est bien passé. Concernant le transport, on a déjà notre carte de bus, de train, tout ça là, sur place en Clermont et puis qui va nous faciliter de se déplacer facilement dans l'Auvergne, dans le département. Ils sont très peu à avoir le permis, pour lesquels on va pouvoir travailler les équivalences, toutes ces choses-là. Ils vont en partie devoir utiliser les transports en commun, donc c'est important que sur la structure, nous, on commence à leur apprendre. On a travaillé une première scolarisation pour les enfants mi-juin. Donc ça a été très court, mais nous, on tenait à ce que les enfants puissent mettre un pied dans l'école avant les vacances scolaires. C'était important pour eux, c'était aussi important pour les familles et important pour nous parce que l'école est quand même la base de l'intégration. Et donc du coup, il y a plein de choses à travailler en tant que professionnel autour de l'école. Et en fait, la plupart des enfants n'ont jamais été scolarisés. Avec des enfants qui avaient entre 6 et 8 ans, on était sur un travail de séparation, comme on peut le faire généralement avec des enfants qui vont à la maternelle. Et on avait une jeune fille qui avait beaucoup de mal à rester à l'école parce qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle lui faisait, combien de temps ça allait durer, toutes ces choses-là. Enfin, elle avait plein d'interrogations autour de l'école. Et en fait, on a vraiment des directrices d'école et des professeurs sur le plan local qui ont été, elles ont été merveilleuses. Elles ont pris les choses avec beaucoup de patience. Elles ont expliqué aux enfants de l'école aussi qui étaient ces nouvelles personnes qui arrivaient. Un jour, on a une petite fille qui n'avait pas voulu retourner à l'école et on a la maîtresse qui est venue avec les enfants de sa classe au portail de notre structure en chantant une comptine africaine à la petite fille pour essayer justement de la rassurer. Et ça a eu son petit effet parce que mine de rien, après coup, l'école a été beaucoup plus facile pour cette jeune fille. Mes enfants, ils sont bien ici, ils sont très fiers d'être ici parce qu'ils aussi ils ont trouvé l'école, c'est bon ici. Même les élèves, ils sont bien avec mes enfants. Et mes enfants aussi m'ont rencontré, qu'ils ont trouvé des bons amis, des copains, des copines. Ma fille Hawa aussi m'a dit que toujours la maîtresse, elle est à côté de moi, elle me voit comment j'écris et elle reste à côté de moi seulement parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de niveau comme ça. Ils sont bien, mes enfants en tout cas, et ils ont beaucoup aimé l'école. Et l'école, c'est leur avenir. Une commune qui soutient, c'est fondamental. Sans ça, on a fait des évaluations à Paris sur d'autres centres qui effectivement fonctionnent moins bien et on se rend compte que si la commune n'est pas présente, ça ne peut pas marcher. Il faut se faire confiance parce que sinon ça ne marche pas. C'est même à 3 que ça se joue et je n'oublie pas la population, les bénévoles que je groupe un peu. Il faut que ça se joue. Voilà, c'est un espèce de mariage comme ça qui doit se faire déjà, mais déjà une volonté. Si tu ne le portes pas, moi je le vois, ça ne fonctionne pas. Donc il faut être un peu moteur dans l'histoire. J'ai entendu beaucoup d'élus où on leur imposait les choses. La différence, c'est que j'étais volontaire et franchement, on ne me les a pas imposés parce que j'ai un peu joué le jeu. L'État a joué le jeu aussi. L'État a été réglo, c'est important de le dire parce que c'est pas souvent que c'est comme ça. Voilà, chaque fois que j'ai demandé des choses, ça s'est fait. S'il n'y a pas une association d'experts, de professionnels qui prend en charge les problématiques, eh ben ça ne fonctionnera pas non plus parce que c'est un métier. Accueillir des réfugiés, savoir quels sont les droits à activer, comment on fait, qu'est-ce qui est important dans l'interculturalité, c'est un métier. Les équipes cherchent toujours des voies nouvelles pour améliorer leurs pratiques.
une volonté d'apprendre. Et c'est pour ça qu'on a développé d'année en année des nouvelles missions pour être capable d'accueillir tout type de personnes en difficulté, que ce soit de l'urgence, des femmes victimes de violences, de l'insertion sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et cet esprit d'innovation, d'engagement, de remise en cause est un facteur clé pour réussir le projet du CAR. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Ils gèrent un dispositif qui nous est totalement inconnu et ils font preuve d'un état d'esprit, d'une volonté d'avancer malgré tout et de toujours apporter une solution au problème qui permet effectivement d'avancer coûte que coûte. Le troisième triptyque, c'est les bénévoles, parce que véritablement, on a le soutien d'une commune, ça démultiplie la force. On a l'expertise des professionnels, mais les bénévoles, c'est vraiment les moyens multipliés par 10. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire en petit, les bénévoles, ils nous permettent de pouvoir le faire en beaucoup plus grand. J'ai fait quelques cours de français, j'ai fait quelques photos, des cours de cuisine. On a fait aussi quelques bisous, quelques câlins. On a donné quelques engueulades également quand il y en avait besoin. Là, on vient de faire de la soupe, par exemple, avec des Soudanaises qui avaient reçu des colis alimentaires et puis qu'on a dégusté à 14h30. Pas forcément envie de soupe, mais c'était très bon et c'était très sympa. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de gens qui sont non seulement attachés à leur territoire, mais attachés à des valeurs, et on sent que la mayonnaise a vraiment pris entre le centre, la commune et les bénévoles. Et ça fait quelque chose de vraiment formidable. Cette année, du coup, je me suis beaucoup orientée vers tout ce qui est culturel, donc des expos ou des petits spectacles pour les enfants ou pour les plus grands. J'ai aussi fait pas mal de petites photos, de petits portraits comme Martine a pu le faire aussi. Et puis je m'occupais de tout ce qui était repas. Donc gérer les bénévoles par rapport au repas, donc gérer les plannings et puis faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un pour les servir. Il y a quelque chose d'intergénérationnel dans la solidarité sur Pessa-Villeneuve. L'autre jour, on m'a raconté l'histoire d'une bénévole qui est venue avec sa fille pour montrer à sa fille qui a 12 ans ce que ça peut être effectivement d'accompagner le public, et elle a décidé de revenir pour pouvoir inscrire finalement sa fille dans cette action-là solidaire. On s'est toujours posé la question d'ailleurs de créer un collectif, on n'a pas voulu, on est assez libre en fin de compte, mais ça fonctionne. C'est un peu notre force aussi parce qu'on se contacte tous par internet, par mail ou par SMS. Et moi je dispose d'une liste à jour de tous les gens qui peuvent intervenir en fonction de leur spécificité. Et le CAR me fait part de leurs besoins, on trouve les bonnes personnes au bon moment. J'ai 15 ans d'expérience, je n'ai jamais vu un tel niveau de mobilisation sur un autre lieu. C'est assez incroyable de voir qu'il y a un engagement tous les jours. Tous les jours. Et je suis persuadée on tiendra 365 jours avec la même mobilisation. On a accueilli un groupe qui a vraiment été dans une très très bonne dynamique, une grande volonté de s'intégrer sur le territoire français et qui du coup se donne les moyens de le faire. L'appétence des réfugiés qui facilite grandement notre travail d'accompagnement. Vraiment cette volonté de s'intégrer qui est un préalable finalement à leur vie future en France. Donc c'est quand même très positif de ce point de vue-là. Elles se rendent compte en fait qu'elles ont bien plus de droits que bien souvent dans leur pays d'origine. À son arrivée, en fait, le public n'avait pas du tout conscience des limites de la propriété privée. Donc on a eu pas mal de voisins qui sont venus nous voir en nous disant bon, ils sont gentils parce qu'ils viennent chez nous pour dire bonjour. On voit que ça part d'un très bon sentiment. Mais du coup, dès qu'on est dans le jardin ou dans le garage, ils viennent. Et quand on expliquait au public qu'en France, les maisons sont limitées, ils comprenaient, ils s'excusaient et derrière, on n'avait plus aucun souci. Et même eux, des fois, se sentent pas forcément très à l'aise dans certaines situations et nous demandent comment ils doivent se comporter pour que la situation se passe au mieux. En tant que professionnel, c'est parfois pas évident de pouvoir travailler en lien avec tous ces partenaires institutionnels. Et chacun a envie de porter cette pierre à l'édifice et je trouve que du coup, ensemble, on a réussi à construire quelque chose de vraiment très bien. Faut pas s'arrêter au premier échec. Parce que après, je pense qu'aussi c'est la base aussi de notre métier. C'est pas parce qu'il y a un échec que ça sera toujours des échecs. C'est pas ça.
C'est des gens, quand elles arrivent, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, et c'est pas grave, en fait. Parce qu'on trouvera toujours des moyens de communiquer, et au fond, on a plus ou moins tous les mêmes valeurs. Ce que je peux conseiller aux professionnels et aux travailleurs sociaux, c'est finalement de bien toujours garder en tête de faire confiance au public. En tant que professionnel, on a souvent des idées, des choses qu'on souhaite mettre en place pour arriver à un certain objectif. Mais finalement, cet objectif, il ne peut être travaillé qu'en lien avec le public. On voudrait aussi pouvoir développer l'axe insertion professionnelle parce que on est persuadé qu'il y a des métiers, il y a des secteurs qui ne trouvent pas de personnes qualifiées ou qui ont envie de former. Et nous, on a un public qui n'est demandeur que de ça, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment demandeurs de pouvoir s'intégrer professionnellement. Donc l'avenir, ce sera vraiment de travailler cet axe-là de réseau professionnel pour mettre en commun des besoins d'entreprise et des envies de réfugiés. Après, avec les partenaires, missions locales, agences intérim et Pôle emploi, ça va rouler sur les autres contingents qui vont arriver et ça va être de plus en plus fluide pour nos partenaires, pour nous et pour les réfugiés, bien évidemment. La suite, ça va être pour ce groupe-là l'entrée dans le logement, mais également un nouvel accueil. Ce qui va être nouveau finalement pour l'équipe, ça va être de gérer un accueil sur le site, mais également de l'accompagnement à domicile. On va voir si finalement, toutes ces choses qui ont été mises en place sur les 4 mois du site, comment elles ont pu être assimilées par le public et les points encore qui nous restent à travailler. And I want to say thank you for Ebenebel and the one work for us and for everybody. To a government also that we accept, not only about myself, because there is a lot of people that are coming here and they was in the suffering place. So I want to say thanks a lot, and I'm happy for that I'm here. On sent la sécurité ici, la paix, l'amour. On est bien. Malheureusement qu'on va sortir d'ici. Mais tout ira bien. Avec ça, ils vont continuer à nous suivre. Je dois économiser un peu d'argent d'ici une année. Dès que c'est clair à retirer sa mère, moi aussi, je vais acheter ma voiture. Mes cousins, mes sœurs qui sont réfugiés, qui sont restés là-bas, j'aimerais qu'ils viennent ici à Pessa-Villeneuve. J'aimerais que leur chance tombe ici, parce qu'ici c'est bien. Le jour de la finale, les réfugiés, ils ont participé à la finale et ils étaient vraiment aussi français que les autres personnes qui étaient dans la salle. Ça faisait finalement 2 mois qu'ils étaient en France. J'ai vu cette femme arriver, prendre ses affaires, mettre ça sur la tête. Elle était magnifique en plus. Moi, j'étais en Afrique avec elle. À ce moment-là, il n'y avait pas le bus. Hein. Je ne voyais plus rien. Je voyais le désert derrière. Voilà, et puis ses enfants, quoi. Enfin, moi, je suis épaté de leur volonté d'apprendre en plus. Et puis, surtout là, au niveau du CAR, tout change parce qu'ils ont envie. Hein. Là, les cours, on a ouvert des classes quand même pendant l'été. Pendant l'été, on a fait des... Ça, c'est génial aussi pour Omer aussi, d'avoir une école à côté qui fonctionne. Mais par contre, je trouve que la mixité fait du bien aussi un peu à tout le monde, voilà, de voir un peu le paysage, parce que le paysage, je le retrouve juste à côté. Et voilà, c'est important pour moi aussi. Voilà, je ne me pose pas de questions de pérennité, plus de se dire, peut-être falloir ouvrir une autre classe, on ne sait jamais. Mais ce serait bien. Il y a tellement de mères qui en rêvent. Le conseil que je donnerais, c'est de vivre ça, de le vivre, même en tant que bénévole, hein, pas forcément en tant que professionnel, parce que c'est une belle histoire, c'est des belles rencontres. Et c'est vraiment du partage.